Le moustique de Havelin n'aurait pas dû fonctionner. À tout point de vue de la pensée militaire conventionnelle, en 1938, la proposition de Geffray de Havelin était absurde. Un bombardier construit presque entièrement en bois, ne transportant aucun armement défensif et comptant uniquement sur sa vitesse pour survivre. La réponse du ministère de l'Air était prévisible. Rejet poli. Le métal était l'avenir. Le bois appartenait à la Grande Guerre. Pour acheter des avions et des toiles, et non pour une force aérienne se préparant à un conflit mécanisé contre le Troisième Reich. Pourtant, de Havelin a persisté, et c'est dans cette persévérance qu'est né l'un des avions les plus élégants de la guerre, et le terrain pour un héros improbable qui le rendrait plus rapide. Pourtant, à la fin des années 1930, la Grande-Bretagne était confrontée à un grave problème arithmétique. Le réarmement s'accélérait, mais l'aluminium était rare, rationné, disputé par toutes les branches exigeant des chasseurs et des bombardiers. Le génie de Havelin était de reconnaître ce que d'autres considéraient comme des limites. L'entreprise avait passé des décennies à perfectionner la construction en bois lamellé, en liant le contreplaqué de bouleau avec du balsa équatorien et de l'épicéa canadien à l'aide de colle cassin développés pour les meubles. Ces techniques ont produit des structures légères, solides et indispensables à la construction par les fabricants de meubles et les usines de pianos, des artisans qualifiés exclus du travail sur la structure métallique des avions. Le Mosquito serait une machine de guerre assemblée par des artisans du temps de paix, un bombardier qui ne volerait pas les ressources de la production des Spitfire. Le design qui émerge en 1939 est audacieux. 2 moteurs Rolls-Royce Merlin, les mêmes centrales propulsant les ouragans et les Spitfire, montés sur un fuselage élégant d'une envergure de 16. Pas de tourelle de canon, pas de compartiment de viseur de bombe, juste un pilote et un navigateur dans un cockpit exigu parant leur vie sur les mathématiques. Les estimations de performance promettaient quelque chose d'extraordinaire. Une vitesse de pointe dépassant 400 000 par heure en altitude, plus rapide que n'importe quel chasseur alors en service. La vitesse comme armure, la vitesse comme arme. Le premier prototype, peint en jaune d'entraînement, a décollé de Hatfield Aérodrome le 25 novembre 1940. Le pilote d'essai Geffray de Havelin Jr. a poussé les manettes des gaz vers l'avant et le moustique a fait quelque chose d'inattendu. C'était impatient. En février 1941, les essais officiels à Bosam Down confirmèrent que les chiffres n'étaient pas fantaisistes. À 22 000 pieds, l'avion a touché 392 000 par heure, et il s'agissait d'un prototype. Lourd en matériel de test, moteur pas encore optimisé. Le scepticisme du ministère de l'Air commença à se fissurer. Mais la vitesse sur le papier et la vitesse au combat sont des créatures différentes. Les moteurs Merlin vinrent installés au début de la production. Les moustiques ont été évalués pour des pressions de suralimentation spécifiques. 14 livres par pouce carré au décollage, moins pour une croisière soutenue. Ces limites n'étaient pas arbitraires. Les ingénieurs de Rolls-Royce avaient calculé les marges de détonation, les températures des roulements et les contraintes de la couronne du piston. Dépassez ces chiffres et vous risquez un échec catastrophique. Bielle brisée, piston fondu, moteur se déchirant à 20 000 pieds au-dessus du territoire ennemi. Les manuels étaient explicites. Les limites étaient sacrées. Pourtant, à la fin de 1942, alors que les moustiques commençaient à effectuer des raids à pénétration profonde en Allemagne, les équipages rapportèrent quelque chose d'inquiétant. Ils étaient rapides, certes, mais pas assez rapides. Les Luftwaffe Foley-Wolf 1 à 90 et les dernières variantes du Messerschmitt 109G comblaient l'écart. Les interceptions devenaient inconfortablement fréquentes. Un moustique rebondissant sur le Ruhr pouvait distancer son poursuivant, mais la marge s'amincissait. Les pilotes ont commencé à revenir avec des histoires de balles traçantes se rapprochant, de plongées qui ouvraient à peine la distance, de moteurs hurlant à une puissance de secours qui n'était pas encore suffisante. Le Mosquito avait prouvé la vision de Havelin. Mais maintenant, il lui fallait quelque chose de plus, quelque chose que le bureau d'études n'avait pas prévu et que les manuels ne permettaient pas. Il fallait quelqu'un prêt à lire entre les lignes de tolérance technique pour voir non pas des limites mais des possibilités. Il lui fallait quelqu'un qui comprenne que les règles écrites en temps de paix risquaient de ne pas survivre au contact des exigences de la guerre. Roderick Banks n'était pas censé changer quoi que ce soit. Il était ajusteur, pas ingénieur, une distinction que la hiérarchie de la Royal Air Force prenait au sérieux en 1942. Son atelier à la RAF Maham, à Norfolk, était l'un des dizaines disséminés dans le commandement des bombardiers, entretenant les moteurs Merlin qui propulsaient les Lancaster, les Halifax et la flotte croissante de moustiques. Son travail était l'exécution, pas l'innovation. Démonter le moteur, inspecter les composants, remplacer ce qui est usé,
remontez selon les spécifications, signez le journal de bord, renvoyez-le à la ligne. Le système fonctionnait parce que des hommes comme Banks suivaient précisément les instructions. Sauf que Banks avait une habitude particulière. Il a tout lu. Pas seulement les manuels de maintenance, mais aussi les spécifications techniques que Rolls-Royce a fournies avec les livraisons de moteurs. Documents la plupart des installateurs ignoraient denses avec des calculs thermodynamiques et des tableaux métallurgiques. Les banques les ont étudiés pendant les pauses repas, retraçant la logique derrière les limites de suralimentation et les ratios de mélange de carburant. Il rejoint l'usine Rolls-Royce de Derby en tant qu'apprenti en 1935, passant 4 ans à regarder Merlin avant que la RAF ne le recrute. Il comprenait ses moteurs à un niveau inhabituel pour quelqu'un qui portait les galons de sergent. Ce que Banks remarqua au début de 1943 était une divergence. Le manuel Merlin précisait les pressions de suralimentation maximale, mais les données techniques montraient que les composants pouvaient théoriquement en supporter davantage. Pas grand-chose de plus, mais suffisamment pour avoir de l'importance. La limite ne concernait pas la capacité de survie du métal. Il s'agissait de ce que Rolls-Royce pouvait garantir sur des milliers de moteurs dans diverses conditions. Une marge de sécurité. Les banques ont commencé à se demander ce qui se passerait si elles grignotaient délibérément cette marge. Juste un peu sur les moteurs dont vous saviez qu'ils étaient en parfait état. Les mathématiques étaient séduisantes. La puissance du Merlin était directement liée à la pression du collecteur, le boost forçant l'air et le carburant dans les cylindres. Augmentez le boost de 2 livres par pouce carré et vous avez gagné environ 100 chevaux. Sur un moustique, cela se traduisait par peut-être 15 miles par heure supplémentaires en altitude. La différence entre une évasion réussie et une carrière de combat très courte. Mais derrière ces simples chiffres se cache une complexité. Pousser trop de puissance dans un moteur et la détonation devient inévitable. Le mélange air-carburant explose prématurément, martelant les pistons avec des ondes de choc qui peuvent briser le métal en quelques secondes. Le Merlin utilisait du carburant à indice d'octane de 100, qui résistait mieux à la détonation que les qualités inférieures, mais ce n'était pas une protection infinie. Les banques ont réalisé que la marge dépendait d'un contrôle précis du mélange de carburant. Trop pauvre, trop d'air, pas assez de carburant et les températures des cylindres ont grimpé en flèche. Soyez trop riche et vous gaspillez votre avantage. Le sweet spot était étroit et varié en fonction de l'altitude et de la position de l'accélérateur. Les banques ont commencé modestement. Un seul moteur dont la révision était prévue est devenu son laboratoire. Il a ajusté l'unité de commande de suralimentation, un recalibrage apparemment mineur, avançant le seuil d'overboost de 2. Ensuite, il a légèrement enrichi le mélange de carburant à des réglages de puissance élevés, ajoutant du refroidissement par évaporation. Sur le banc d'essai, le moteur hurlait à des pressions que les manuels Rolls-Royce classaient comme urgence uniquement, maintenues pendant des minutes plutôt que des secondes. Les températures ont grimpé mais sont restées dans les limites de tolérance. Rien de brisé. Rien n'a fondu. La preuve était une chose. Convaincre n'importe qui de l'installer sur un avion opérationnel était complètement différent. Les officiers du génie de la RAF vivaient dans la terreur des modifications non autorisées. Chaque changement nécessitait une approbation via des canaux qui évoluaient à un rythme bureaucratique. Les comités examinant les évaluations des risques des comités ont été déposés en triple exemplaire. La modification de Banks existait dans une zone grise, pas tout à fait illégale, mais absolument non sanctionnée. Il lui fallait un défenseur, quelqu'un prêt à miser sa réputation sur l'intuition d'un installateur. Il en trouva un chez le chef d'escadron Peter Chaney, un pilote de moustique qui avait survécu à 3 missions et accumulé un saint manque de respect pour la prudence officielle. Chaney avait survolé Cologne en février 1943 lorsqu'un 109 grammes l'avait presque rattrapé lors de la sortie, suffisamment prêt pour voir le masque à oxygène du pilote allemand. Ce souvenir le rendit réceptif lorsque Banks lui expliqua ce qu'il avait découvert. La réponse de Chaney fut pragmatique. Si ça marche, ce n'est pas illégal. C'est une initiative. En cas d'échec, ce seraient les banques qui en porteraient la responsabilité. Ils ont choisi un vendredi soir où l'officier mécanicien de la station était absent. Banks et 2 monteurs de confiance ont travaillé toute la nuit pour modifier les commandes de suralimentation et le système de carburant du moustique assigné à Chaney. Numéro de série DZ414. À l'aube, l'avion était assis sur la dispersion, identique à tous les autres moustiques de l'escadron. Seul le journal de bord trahissait la vérité, et les informations de Banks étaient délibérément vagues. Optimisation du mélange de carburant, réglage de routine.
Le système de contrôle de suralimentation des moteurs Merlin était plus simple que la plupart des gens ne l'imaginaient, ce qui rendait les modifications de Banks à la fois possibles et dangereuses. Au cœur d'une capsule barométrique, essentiellement un soufflet métallique étanche et sensible à la pression atmosphérique. Au fur et à mesure que l'avion montait et que la pression de l'air diminuait, la capsule se dilatait, ajustant mécaniquement la poussée maximale de l'accélérateur pour éviter une contrainte excessive sur le moteur. Dans les airs, Rolls-Royce avait calibré ses capsules de manière prudente, en prenant en compte les marges qui partaient du principe que les pilotes pourraient abuser des manettes des gaz pendant le stress du combat, que la qualité du carburant pourrait varier d'un lot à l'autre et que la maintenance pourrait être imparfaite. La première intervention des banques a ciblé ce calibrage. À l'intérieur de l'unité de commande de suralimentation, un ressort déterminait la pression autorisée par la capsule avant de couper la puissance. En sélectionnant soigneusement un ressort légèrement plus doux, pas radicalement différent, juste légèrement plus permissif, il a déplacé l'augmentation maximale de 18 par carré à 20. 2 ne ressemble pas à une révolution, mais à 20 000 pieds, cela signifiait la différence entre 380 et 395 000 par heure. Dans la géométrie de la poursuite, cet écart pourrait s'étendre de la portée du canon à la sécurité en moins de 3 minutes. Le réglage du mélange carburé était plus délicat. Le carburateur du Merlin dose le carburant à travers une série de jets et de minuscules orifices en laiton, remplis à des diamètres précis. L'altitude et la position du papillon déterminaient quel jet fournissait le mélange, et Rolls-Royce les avait dimensionnés pour qu'ils fonctionnent légèrement en inclinaison sous une puissance élevée. Donner la priorité à l'économie de carburant et réduire le risque d'encrassement des bougies d'allumage avec un excès de carbone. Les banques ont reconnu ce refroidissement compromis. Lorsque vous extrayez une puissance maximale, le carburant supplémentaire ne se contente pas de brûler, il s'évapore à l'intérieur du cylindre, absorbant la chaleur qui autrement solliciterait les pistons en aluminium. Il a résolu ce problème en remplaçant le gicleur principal par un gicleur d'une seule taille plus grande, augmentant ainsi le débit de carburant d'environ 8% à plein régime. Pas assez pour noyer le moteur ou gaspiller une quantité importante de carburant, mais suffisant pour faire baisser la température des gaz d'échappement de 40 degrés Celsius. Cette marge était la survie, la détonation et le préallumage qui détruisaient les moteurs lorsque la température des cylindres dépassait des seuils spécifiques. Les banques achetaient une assurance thermique. Le timing magnéto a également retenu l'attention. Le Merlin a allumé ses bougies d'allumage avant que le piston n'atteigne le sommet de sa course de compression, donnant à la flamme le temps de se propager à travers le mélange air-carburant. Rolls-Royce a spécifié 15 degrés avant le point mort, un compromis entre puissance et sécurité. Avancer le calage à 18 degrés extrayait plus d'énergie de chaque événement de combustion, mais augmentait la contrainte mécanique sur les bielles et le vilebrequin. Banks a jugé que l'extrémité inférieure du Merlin, le carter et les roulements pouvaient le supporter, à condition que le moteur soit en parfait état. Des roulements usés ou des cylindres légèrement ovales tomberaient en panne de manière catastrophique sous la charge supplémentaire. C'est pourquoi les banques sélectionnaient avec un soin obsessionnel les moteurs à modifier. Toute centrale électrique présentant même une usure marginale revenait aux spécifications standards. Seul le Merlin fraîchement révisé avec des pistons neufs, des roulements vérifiés au millième de pouce près et des lectures de compressions identiques sur les 12 cylindres ont reçu le traitement. Il repoussait les limites, sans ignorer la physique. Les modifications n'enfreignaient aucune réglementation spécifique car aucune réglementation ne les prévoyait. La doctrine de maintenance de la RAF supposait que les installateurs suivaient exactement les spécifications du fabricant. Le livre de règles ne dit pas que vous ne devez pas ajuster les commandes de boost. Il n'imaginait tout simplement pas que quiconque essaierait. Les banques opéraient dans le silence entre autorisation explicite et interdiction explicite. Cet espace gris où l'initiative côtoie les erreurs qui mettent fin à la carrière. La position officielle de Rolls-Royce, s'il l'avait su, aurait été sans ambiguïté une horreur. Leur garantie est explicitement annulée si les limites de fonctionnement sont dépassées. L'entreprise avait testé les moteurs jusqu'à la destruction, déterminant ses limites, enregistrant exactement quand les pistons fondaient, quand les roulements grippaient, quand les vilebrequins se tordaient. Les marges existaient parce qu'une défaillance catastrophique en altitude signifiait la mort d'un équipage aérien et la mort d'un équipage aérien signifiait la destruction de la responsabilité, des enquêtes et de la réputation. Mais Rolls-Royce n'effectuait pas de sortie de combat au-dessus de la rue avec des chasseurs Focke-Wulf faisant la queue pour trouver des solutions de tir. Banks pariait que de brèves périodes d'augmentation élevée, des minutes et non des heures, ne déclencheraient pas les modes de défaillance que redoutait Rolls-Royce.
Il pariait également sur la résistance à la détonation des carburants à indice d'octane de 100 sur sa propre capacité à sélectionner uniquement les meilleurs moteurs sur les gréeurs qui surveillaient de manière obsessionnelle les températures pendant les essais en vol. Le lendemain matin, Banks a modifié le DZ414. Peter Chaney a attrapé le Moustique seul. Profil de vol d'essai standard, monté à 15 000 pieds. Vol en palier à puissance de croisière. Puis le moment de vérité. Chaney a poussé les manettes des gaz jusqu'à la butée et a regardé les jauges de suralimentation dépasser la ligne rouge, les aiguilles se stabilisant à 20. La note du Merlin s'approfondit, un hurlement plus dur et plus urgent. L'anémomètre s'est déroulé au-delà de chiffres que Chaney n'avait jamais vus en vol en palier. La preuve arriva au-dessus de Gelson-Kirchen le 19 avril 1943. L'équipage du chef d'escadron Chaney avait été chargé d'une mission de reconnaissance de jour. Photographie d'usine de production de pétrole synthétique dans la vallée de la RUR, le genre de mission qui attirait l'attention de tous les contrôleurs de la Luftwaffe à portée radar. Le Moustique a traversé la côte néerlandaise à 24 000 pieds. Les caméras sont chaudes. Le navigateur de Chaney appelle des repères via l'interphone. Ciel dégagé, visibilité parfaite, conditions terribles pour passer inaperçus. Les chasseurs allemands sont apparus après 18 minutes dans l'espace aérien ennemi. 2 Foley-Wolf, 1 an à 5, en forte ascension depuis un aérodrome près de Mustay. Leur moteur radio BMW griffe l'altitude. Les vecteurs des contrôleurs étaient bons. Ils s'étaient positionnés devant la trajectoire du Mosquito, coupant ainsi la voie de fuite vers la mer du Nord. Chaney les a repérés à 6000, 2 points sombres contre les cumulus, se tournant pour les intercepter. La doctrine standard de la Luftwaffe, rapprochée par le dessus et par derrière, utilisait l'avantage de vitesse de la plongée, convergeant le tir des canons de 20 mm et des mitrailleuses de 13 mm. Chaney n'a pas paniqué. Il a terminé le tournage de l'appareil photo, laissant l'équipement photographique capturer ces images pendant que les FW190 parcouraient la distance entre le M puis il parla doucement à son navigateur. Voyons ce que Banks nous a donné. Les manettes des gaz étaient déjà au maximum, mais maintenant Chaney activa la commande prioritaire, les poussant au-delà des butées dans le territoire indiqué par les manuels Rolls-Royce comme étant uniquement d'urgence. Les jauges de suralimentation ont grimpé à 20 livres, puis légèrement au-delà. Le Merlin répondit par un bruit sourd qui vibra à travers la cellule. Le Moustique a accéléré comme s'il avait reçu un coup de pied. Chaney sentit viscéralement cette augmentation. Il ne s'agit pas d'une construction douce de la vitesse conventionnelle, mais de quelque chose de plus immédiat. L'anémomètre a dépassé 400 000 par heure, toujours en hausse. L'altimètre a commencé à se dérouler malgré la grande ouverture des manettes des gaz. Ils échangeaient de la hauteur contre de la vitesse dans une descente peu profonde qui conservait l'énergie tout en creusant l'écart. Le pilote de tête du FW190 a reconnu ce qui se passait et s'est ajusté, poussant son propre avion dans une plongée plus raide pour maintenir la géométrie de poursuite. Pendant 30 secondes, il a tenu la position, peut-être même légèrement fermée. Puis l'écart a commencé à se creuser. 500 mètres sont devenus 600. Le putain de loup était rapide dans une plongée capable de près de 430 000 par heure en ligne droite, mais il ne pouvait pas maintenir cette vitesse en vol en palier. Le Moustique pourrait le faire. Chaney regarda les combattants prendre du retard. Leurs pilotes avancent sans aucun doute leur propre manette vers le pare-feu, extrayant tout ce que les ingénieurs de BMW avaient conçu dans ces rayons radio. Ce n'était pas suffisant. À 800 mètres de la portée effective du canon, les FW190 se sont détachés. Chaney a maintenu sa pleine puissance pendant encore 3 minutes, retournant dans l'espace aérien mis au-dessus de l'esture de l'abri avant de finalement relâcher les manettes des gaz. Le Merlin s'installe en croisière, les températures sont élevées, mais dans des limites acceptables. Les 2 moteurs avaient survécu. Plus important encore, lui aussi. L'officier du renseignement qui a débriefé Chaney a noté la rencontre de manière clinique. A réussi à échapper à 2 FW190 grâce à l'avantage de la vitesse. Ce que le rapport n'a pas saisi, c'est la signification. Ce n'était pas une évasion chanceuse ou une manœuvre intelligente. C'était la physique gagnante. Le premier chasseur de la Luftwaffe, spécialement conçu pour attraper les bombardiers alliés, avait été dépassé en vol en palier par un avion qu'il aurait dû assassiner. La nouvelle s'est répandue dans les escadrons Mosquito avec une rapidité que seules les informations réellement utiles peuvent atteindre. D'autres pilotes ont commencé à poser des questions à Chaney, et Chaney les a dirigés vers Banks avec un regard entendu. En mai, 3 autres Moustiques à Maham avaient reçu les modifications.
En juin, Banks passait ses soirées à travailler sur des moteurs d'autres escadrons, son atelier devenant un centre de performance non officiel. Les modifications restaient techniquement non autorisées, mais elles étaient de plus en plus tolérées par les commandants de station qui se préoccupaient davantage du retour des équipages que de la perfection réglementaire. Les rapports de combat se sont accumulés tout au long de l'été 1943. Le 17 juin, un Moustique modifié a dépassé 3 Messerschmitt 109G6 au-dessus de Hambourg. Le 3 juillet, un autre échappe à la poursuite déterminée de l'avion de Kurt Bulligan. Bouan étant un AO 112 Victoire qui a su précisément réaliser une interception. Il ne pouvait pas attraper le Moustique. Le 22 août, un équipage rentrant chez lui en boitant sur un moteur après des dégâts de flaque a utilisé les modifications de Banks sur le Merlin restant pour rester devant 209 qui auraient dû les terminer facilement. Les statistiques sont devenues indéniables. Des Moustiques équipés de moteurs modifiés revenaient de sorties auxquelles les avions conventionnels n'avaient pas survécu. Le taux de perte des machines modifiées par les banques était inférieur à la moitié de celui des Moustiques standards effectuant des missions comparables. La survie a fait gagner du temps. Expérience acquise en temps. L'expérience a permis d'obtenir de meilleurs résultats de bombardement. Le cercle était vertueux. L'opération Jéricho exigeait une précision qui confinait au suicide. La prison d'Amy, dans le nord de la France, détenait 120 résistants français qui devaient être exécutés par la Gestapo le 19 février 1944. Londres avait reçu des messages désespérés via les réseaux du SOE. Brisez les murs, donnez-leur une chance de se disperser ou ils mourront. La mission exigeait que les Moustiques frappent un bâtiment de 3 étages avec des bombes de 500 livres, brisant des murs spécifiques sans que la structure entière ne s'effondre sur les prisonniers. Attaque à basse altitude en plein jour à 300 mètres en territoire occupé, puis fuite vers le retour à travers les défenses alertées. Le capitaine de groupe Percy Picard a pris le commandement, rassemblant des équipages de la 140e escadre, des hommes expérimentés qui avaient volé à Oslo, Berlin et des cibles encore plus optimistes que celle-là. La planification a duré 4 jours. Des reconnaissances photographiques ont révélé en détail l'agencement de la prison. Murs extérieurs épais de 2 pieds, caserne de garde attenante au bâtiment principal, quartiers allemands à détruire, tandis que les sections françaises restaient théoriquement intactes. Le bombardement se produirait à la hauteur du toit, peut-être à 50 pieds, ce qui signifiait que l'explosion de vos propres armes pourrait briser votre avion si le timing vacillait. 19 Moustiques ont été enlevés de la RAF Indenne le matin du 18 février. La date d'exécution avait été avancée. La formation a survolé le canal au-dessus des vagues, naviguant chronomètre et boussole, arrivant au-dessus d'AMO à 12h03 précisément. L'avion de Picard a mené la première vague. 6 Moustiques grimpant à 150 pieds pour leurs attaques. Les bombes ont parfaitement frappé, réduisant en ruine des sections du mur extérieur, ouvrant une brèche dans le muret, près des cellules condamnées. La deuxième vague a ciblé les quartiers des gardes, effondrant les bâtiments et créant le chaos. La troisième vague est restée en réserve, tournant en rond, mais n'a pas été nécessaire. Les rapports des services de renseignement ont par la suite confirmé que 258 prisonniers s'étaient évadés dans la confusion, dont la plupart de ceux qui devaient être exécutés, mais le succès du bombardement n'était que le premier problème de survie. L'attaque avait eu lieu à midi, alors que les stations radars allemandes étaient en pleine alerte. Alors que les Moustiques se regroupaient pour le vol de retour, les contrôleurs de la Luftwaffe ont dépêché tous les chasseurs disponibles sur les aérodromes situés entre Amy et la côte. L'avion britannique a dû faire face à 40 minutes d'exposition avant d'atteindre le canal, survolant la campagne où chaque route abritait des unités Wehrmacht avec communication radio. Le Moustique de Picard n'est jamais rentré chez lui. 2 Focke-Wulf 190 l'ont attrapé près de Beth, leur canon trouvant l'avion avant que l'évasion ne soit possible. Picard et son navigateur sont morts sur le coup. 2 autres Moustiques sont tombés aux mains des combattants dans les minutes brutales qui ont suivi l'attaque. Les équipages paient le prix du vol droit et à niveau pendant les bombardements. Les 16 avions restants ont survécu en grande partie grâce aux modifications que Banks avait désormais standardisées. Le chef d'escadron Ian McCready, à la tête de la deuxième vague, a rencontré 4 FW-190 en ascension pour les intercepter près d'Aberville. Son Merlin modifié lui a donné la vitesse de 10 000 par heure qui a transformé un combat potentiel en une course à pied qu'il pouvait gagner. Les pilotes allemands ont tiré avec optimisme à portée maximale. Leurs obus de 20 mm tombèrent derrière l'empennage du Makrit à mesure que l'écart se creusait. Le lieutenant d'aviation Bob Ayardal a dû faire face à une poursuite plus soutenue. Un 109G6 l'a fait rebondir depuis les nuages au sud d'Amont, le pilote allemand exécutant une attaque classique qui aurait dû se terminer par la dispersion du Moustique d'Ayardal dans un champ français.
Heyerdahl poussa les gaz vers l'avant, sentant la note du moteur changer alors que la pression de suralimentation grimpait dans la plage modifiée de Banks. Les 109 pilotes sont restés avec lui dans un premier temps. La variante Gustav était redoutable en vol en palier, capable d'atteindre 390 000 par heure à basse altitude, mais capable et soutenu sont des concepts différents. Le moteur du Daimler-Benz du Messerschmitt était conçu pour des réglages de puissance spécifiques et, comme le Merlin, les dépasser provoquait un traumatisme mécanique. Pendant 3 minutes, les deux avions ont traversé Picard à pleine puissance. Le 109 se tient à environ 600 mètres derrière la queue d'Heyerdahl, suffisamment proche pour s'inquiéter, trop loin pour être tué. Puis, petit à petit, l'écart a commencé à se creuser. Pas dramatiquement. Ce n'était pas l'accélération décisive que Chaney avait connue en altitude. À basse altitude, la densité de l'air a privé les deux avions de leur performance, mais le Mosquito d'Heyerdahl a maintenu une vitesse de 405 000 par heure, là où le 109 ne pouvait en supporter que 395. 10 000 par heure, composé sur 3 minutes, est devenu un demi-mile de séparation. Le pilote allemand a tiré une dernière rafale à une distance impossible et s'est échappé, maudissant probablement son état de carburant. 12 des moustiques de retour portaient les modifications de Banks. Tous les 12 sont rentrés chez eux. Les 4 pertes comprenaient l'avion non modifié de Picard et 3 autres avions répondant aux spécifications standards. La taille de l'échantillon était petite, les statistiques non définitives, mais les équipages tiraient leurs propres conclusions. En mars, Banks recevait des demandes d'escadrons dont il n'avait jamais entendu parler. Les ingénieurs du génie fermaient les yeux sur les modifications qu'ils ne pouvaient pas officiellement reconnaître. La rage d'Hermann Göring devenait légendaire même selon ses standards théâtraux. Lors d'une réunion à Carenhal le 8 mars 1944, il interrompit un briefing technique de Luftwaffe pour demander pourquoi les combattants allemands ne pouvaient pas attraper les meubles britanniques en bois. La frustration du maréchal du Reich était compréhensible. Des moustiques apparaissaient au-dessus de Berlin en plein jour, photographiant la chancellerie tandis que des Bf-109 se précipitaient inutilement en dessous. L'humiliation était tactique, politique et profondément personnelle. Göring avait promis à Hitler la supériorité aérienne. Au lieu de cela, les bombardiers en contreplaqué se sont moqués de cette promesse à 400 000 par heure. La réponse de la Luftwaffe a révélé un désespoir déguisé en innovation. Messerschmitt et Foley-Wolf reçurent des directives urgentes pour extraire plus de vitesse des cellules existantes. Les ingénieurs connaissaient l'ampleur du problème. Le Mosquito en altitude avec un équipage compétent représentait une enveloppe de performance que leurs chasseurs ne pouvaient pas vraiment atteindre lors d'une poursuite soutenue. Exaspérantement proche. Mais l'aviation n'attribue pas de points pour la proximité. La solution de Messerschmitt était le 109G10, introduisant un moteur Daimler-Benz DB605D avec une suralimentation améliorée et une suralimentation d'urgence augmentant la puissance à 2000 chevaux. Sur le papier, impressionnant. En pratique, les modifications ont ajouté du poids, ce qui a partiellement annulé l'augmentation de puissance. Le G10 pourrait atteindre 426 000 par heure à une altitude optimale, mais seulement brièvement. Et seulement si le pilote a accepté la mesure de la durée de vie du moteur rouge en heure plutôt qu'en jour. La logistique de maintenance allemande ne pouvait pas supporter de tels abus au sein des escadrons opérationnels. Focke-Wulf a poursuivi le TR-152. Kurt évoque le raffinement obsessionnel du design du Wonder 90. Aile plus longue, cockpit pressurisé, moteur jumeau 213 de Junker produisant 250 chevaux avec injection d'eau méthanol MW 50. Les prototypes ont réalisé des performances remarquables. Capacité de 472 000 par heure à 41 000 pieds d'altitude qui aurait dû dominer les opérations anti-moustiques. Mais le développement a pris du temps que l'Allemagne ne possédait pas. Les premiers TR-152 atteignirent les unités opérationnelles en janvier 1945. Trop tard et trop peu nombreux pour affecter les résultats stratégiques. Le Luftrehr a également tenté d'imiter l'approche de Banks en augmentant les augmentations de puissance non autorisées sur les moteurs existants. Plusieurs membres du personnel de chasse ont expérimenté l'ajustement des commandes de suralimentation sur les centrales électriques DB605 et BMW 801, cherchant la marge dont jouissaient apparemment les pilotes britanniques. Les résultats furent catastrophiques. Les moteurs allemands n'avaient pas la construction robuste du Merlin et souffraient d'une qualité de fabrication de plus en plus mauvaise alors que les bombardements alliés perturbaient la production. Les roulements sont tombés en panne, les pistons sont fissurés, les bielles ont percé les parois du carter et le Mi-109 se désintègre au-dessus de son propre aérodrome parce que le pilote en exigeait trop. C'était un film d'entraînement sur ce qu'il ne fallait pas tenter.
Le problème fondamental n'était pas seulement l'ingénierie. C'était une capacité industrielle assiégée. Les usines de Derby et d'équipage de Rolls-Royce fonctionnaient avec une qualité de matériaux constante, des bassins de main-d'œuvre qualifiés et des chaînes d'approvisionnement ininterrompues. La production allemande de moteurs d'avion en 1944 impliquait des installations dispersées. Le travail des esclaves aux compétences variées et aux matériaux remplacés lorsque les alliages appropriés devenaient indisponibles. Les tolérances ont souffert. Le contrôle qualité est devenu théorique. Un moteur mesuré correctement sur papier peut cacher des défauts apparus uniquement sous contrainte. Oberst Adolf Galland, le général de Jagdflieger, a compris cette réalité avec une amère clarté. Dans un mémorandum d'avril 1944 adressé à Göring, Galland notait que même lorsque les chasseurs allemands réussissaient à intercepter des moustiques, les bombardiers s'échappaient souvent grâce à un vol soutenu à grande vitesse que nos avions ne pouvaient égaler sans risquer une panne mécanique. Il a demandé l'autorisation de retirer ses combattants des zones moins critiques pour les concentrer en nombre écrasant contre les racines des moustiques, acceptant des pertes ailleurs pour garantir la destruction des bombardiers rapides. Göring a rejeté la proposition. Le maréchal du Reich restait convaincu qu'il existait des solutions techniques permettant à la supériorité technique allemande, un article de la foi nazie, de produire des avions sur le humble contreplaqué britannique. Il a détourné des ressources vers le développement de chasseurs à réaction, le Mi-262 promettant une vitesse qui rendrait le Mosquito obsolète. Les avions à réaction finirent par voler, et ils étaient en effet assez rapides, mais ils arrivèrent par poignées alors qu'il en fallait des centaines, pilotés par des équipages formés à la hâte, brûlant du carburant que l'Allemagne ne pouvait pas épargner. Pendant ce temps, les opérations anti-moustiques se sont intensifiées. Les bombardiers rapides ont frappé des cibles en plein jour que les bombardiers lourds n'attaquaient que dans l'obscurité. Usine de roulement à billes à Schrijnfort, site Wehuipon le long de la côte française, siège de Gustavo à Copenhague. L'impact psychologique a dépassé les dommages physiques. Les civils allemands observant les moustiques passer au-dessus de leur tête, sans être touchés par la flaque ou les combattants, comprirent que leur tant vanté Luftwaffe avait perdu le contrôle du ciel. Certains pilotes de la Luftwaffe ont développé un respect réticent pour leurs adversaires insaisissables. Alpman Enska, un vétéran avec 33 victoires, a écrit dans son journal après l'échec d'une interception de moustiques, le Tommy volait comme si le diable était derrière lui. Ou peut-être que le diable était dans ses moteurs. Note ne connaissait pas les banques, les commandes de suralimentation modifiées et les mélanges de carburant enrichis, mais il reconnaissait que quelque chose au-delà du bureau d'études donnait à ces bombardiers en bois leur avantage. À l'automne 1944, l'atelier de Banks à Maham était devenu quelque chose entre légende et nécessité logistique. Les équipages arrivant d'autres stations apportaient des bouteilles de whisky et des problèmes d'ingénierie, espérant que le sergent au toucher magique pourrait examiner leur merlin. Les banques ont accepté lorsque le temps le permettait, mais la demande dépassait ce qu'un seul homme pouvait physiquement réaliser. La solution est apparue de manière organique. Il commence à former d'autres personnes, transmettant ses connaissances à des monteurs qui font preuve à la fois d'aptitude technique et d'une discrétion appropriée. Le réseau s'est développé avec précaution. Les banques ont identifié les candidats par recommandation, préférant les mécaniciens qui avaient travaillé dans les installations de Rolls-Royce ou qui avaient fait preuve d'une initiative inhabituelle. Ils les invitaient à observer une modification du moteur, expliquant la théorie pendant que ses mains effectuaient la pratique, le réglage de la commande de suralimentation, le remplacement du jet de carburant, l'avance du timing de la magnéto. Chaque procédure a été démontrée 2 fois. Ensuite, l'étudiant a tenté l'expérience sous surveillance. Les banques ont rejeté quiconque ne pouvait pas expliquer pourquoi chaque modification fonctionnait, pas seulement comment l'exécuter. La compréhension a évité des erreurs catastrophiques. Sergent d'aviation Thomas Yardley est devenu l'élève le plus accompli de Banks. Yardley avait passé 3 ans à l'usine Rolls-Royce de Hillington, près de Glasgow, avant de rejoindre la RAF, et il possédait une compréhension intuitive de la thermodynamique que Banks reconnut immédiatement. En novembre 1944, Yardley modifiait les moteurs de la RAF Coningsby, au service des escadrons de Lancaster qui commençaient à recevoir des variantes propulsées par Merlin. Les modifications furent transférées avec succès aux bombardiers lourds, même si les gains de performance furent moins spectaculaires. Un Lancaster ne pouvait pas distancer les chasseurs, quels que soient les réglages du moteur. Mais la puissance supplémentaire a amélioré les taux de montée et le plafond à haute altitude, ce qui en a fait des cibles légèrement plus difficiles. Le caporal James Denison a établi un autre nœud à la RAF Whiteton à Cambridge, se concentrant exclusivement sur les escadrons de moustiques. Denison était plus jeune que Banks, seulement 23 ans, mais il avait parfaitement absorbé les leçons.
Sa contribution a consisté à affiner l'ajustement du mélange de carburant pour différents profils opérationnels. Les moustiques effectuant des frappes anti-navires à basse altitude nécessitaient des réglages de mélange différents de ceux effectuant une reconnaissance à haute altitude. Denny a élaboré les variations, créant ce qui équivalait à des configurations de moteurs mal spécifiques. Le réseau non officiel fonctionnait grâce à un contrôle minutieux des informations. Les modifications n'ont jamais été discutées par téléphone ni mentionnées dans la correspondance officielle. Les connaissances se transmettaient en face à face, de mécanicien à mécanicien, généralement lors de visites en station qui concernaient officiellement des questions d'entretien courant. Les officiers du génie de l'escadron ont développé un déni plausible. Ils savaient que quelque chose arrivait aux performances du moteur, mais les documents ne montraient que des révisions et des ajustements standards. S'ils étaient interrogés par une autorité supérieure, ils pourraient honnêtement affirmer qu'ils ignorent les détails. Cet arrangement convenait à tout le monde, sauf au règlement. Les directives techniques du ministère de l'Air exigeaient toujours que toutes les modifications reçoivent une approbation formelle, des tests et une documentation. Le réseau des banques a entièrement violé cette structure, fonctionnant comme un système fantôme, optimisant les avions via des canaux que la bureaucratie ne reconnaissait pas. La situation n'était viable que parce que les résultats ont dépassé les objections. Les escadrons de moustiques ayant accès à des moteurs modifiés ont montré des statistiques opérationnelles constamment meilleures, des taux d'achèvement des tris plus élevés, des pertes au combat inférieures et des engagements cibles plus réussis. Pourtant, ces modifications comportaient de véritables risques que les banques n'ont jamais minimisés. Les moteurs fonctionnant à des pressions de suralimentation élevées accumulaient de la fatigue plus rapidement que les centrales électriques standards. Les composants qui pouvaient normalement survivre 200 heures entre deux révisions devaient parfois être remplacés après 150 heures. L'érosion de la couronne du piston s'est produite plus fréquemment. Les soupapes d'échappement présentaient une usure accrue. Le spectacle s'accompagnait d'une facture d'entretien que quelqu'un devait payer. Plus grave encore, des échecs catastrophiques se sont produits. En décembre 1944, un moustique décollant de baie a subi une panne de bielle dans le moteur bâbord à 400 pieds. La tige a percé le carter. De l'huile s'est répandue sur le collecteur d'échappement chaud et un incendie s'est immédiatement déclaré. L'équipage a fait faire le tour du circuit à l'avion avec le moteur restant et a atterri avec succès. Mais l'incendie a détruit l'aile avant que les équipes au sol n'aient pu l'éteindre. L'enquête post-AC a révélé que le moteur en panne avait été modifié 3 semaines plus tôt. Banks a personnellement examiné l'épave. La bielle défaillante présentait des fissures de fatigue compatibles avec une charge excessive sur plusieurs vols. Les dossiers d'entretien du moteur indiquaient qu'il avait accumulé 178 heures depuis la révision dans les limites normales. Mais les banques avaient précisé que les moteurs modifiés devaient être retirés après 150 heures, quel que soit leur état apparent. Le monteur responsable avait dépassé le délai de 28 heures. Ces heures avaient coûté un moteur et failli tuer 2 hommes. L'incident a incité les banques à formaliser légèrement son réseau informel. Il a créé un système de suivi simple, un petit carnet dans lequel chaque moteur modifié recevait une entrée en ligne avec le numéro de série, la date de modification et la limite d'heure. Des copies ont été envoyées à ces installateurs qualifiés avec des instructions explicites. Tirer le moteur à la limite, quel que soit son état de santé. Ce conservatisme supplémentaire a réduit le taux de défaillance à près de 0 au cours des mois suivants, tout en augmentant la charge de travail de maintenance. Les commandants de station étaient confrontés à un dilemme particulier. Ils ne pouvaient pas officiellement autoriser des modifications qui violaient les protocoles du ministère de l'Air, mais ils ne pouvaient pas se permettre de perdre l'avantage en termes de performance que ces modifications offraient. La solution a été étudiée par l'ignorance. Les officiers ingénieurs ont reçu des conseils verbaux pour garantir que les moteurs sont maintenus selon des normes de performance optimales, avec une formulation suffisamment vague pour signifier tout ou rien selon l'interprétation. Le coup est devenu impossible à ignorer le 14 janvier 1945. Le lieutenant d'aviation David Wilson et son navigateur étaient en train de faire une reconnaissance au-dessus de Kiel depuis 40 minutes lorsque la jauge de température du Merlin tribord a dépassé la sécurité. Limite. Wilson a immédiatement ralenti, mais les dégâts progressaient. La pression d'huile chute, la température des métaux augmente malgré une puissance réduite. Il rentra chez lui, soignant le moteur en panne tandis que le port Merlin transportait une charge disproportionnée. Ils y sont presque parvenus. À 8000 des côtes anglaises, le moteur tribord se bloque complètement, l'hélice tourne inutilement en moulinet. Wilson a améri dans la mer du Nord. Les secours aériens et maritimes les ont retrouvés 90 minutes plus tard, en hypothermie, mais vivants.
Le moteur démonté a révélé une cascade de panne qui a commencé par une soupape d'échappement fissurée. La soupape était devenue chaude, conséquence des températures élevées des cylindres dues à un fonctionnement soutenu à haute pression, et des fissures microscopiques s'étaient propagées à travers la face de la soupape au cours de plusieurs sorties. Au cours du vol mortel, un morceau de la face de soupape s'est détaché, est tombé dans le cylindre et a martelé la tête du piston en fragments. Ces fragments ont détruit la paroi du cylindre, contaminé l'huile avec des particules métalliques et la boue abrasive a détruit les roulements en quelques minutes. Banks a lu le rapport d'enquête avec l'expression de quelqu'un qui voit enfin arriver une catastrophe annoncée. Il savait depuis le début qu'un fonctionnement soutenu à haute puissance sollicitait les composants au-delà de leur durée de vie nominale. La question a toujours été de savoir si l'avantage tactique justifiait le prix mécanique. La mort imminente de Wilson a fourni une réponse inconfortable. Le calcul de la perte acceptable était brutal. Entre juin 1944 et mars 1945, des moustiques équipés de moteurs modifiés ont effectué environ 3400 sorties opérationnelles. Les pertes au combat ont totalisé 11 avions, soit un taux de perte de 0. Les moustiques de spécification standard effectuant des missions comparables ont perdu 47 avions entre 6 et 800 sorties, soit 0,69%. Les avions modifiés avaient statistiquement 2 fois plus de chances de revenir. Mais ces mêmes moteurs modifiés ont subi 23 pannes mécaniques suffisamment graves pour forcer des atterrissages d'urgence ou des abandons. 3 équipages sont morts dans des accidents directement imputables à une panne moteur. 7 autres ont été blessés. L'arithmétique morale troublait Banks plus qu'il ne l'admettait. Chaque modification qu'il approuvait pouvait sauver un équipage des chasseurs allemands, mais le mettait simultanément en danger face à ses propres centrales électriques. La décision ne lui appartenait pas seule. Les pilotes ont demandé les modifications, comprenant les compromis, mais Banks a ressenti le poids des conséquences. Lorsqu'un moteur tombait en panne, il savait que ses mains avaient réglé ses commandes de suralimentation, sélectionné ce jet de carburant, avancé le timing de la magnéto. Les officiers du génie de l'escadron ont été confrontés à des calculs similaires. Ils pourraient maintenir les moteurs aux normes du temps de paix, en acceptant la pénalité de performance, ou ils pourraient repousser les limites et accepter des pannes catastrophiques occasionnelles. La plupart ont choisi cette dernière solution, estimant que le combat tuait avec une bien plus grande efficacité que le manque de fiabilité mécanique. Un équipage abattu au-dessus de l'Allemagne risquait la mort ou des années dans des camps de prisonniers. Un équipage contraint d'abandonner suite à une panne moteur survivait généralement si les services de secours intervenaient rapidement. La mer du Nord a été brutale, mais ce n'était pas la Gestapo. Rolls-Royce est resté officiellement inconscient des modifications généralisées, mais les ingénieurs de l'entreprise n'étaient pas stupides. Les représentants du service sur le terrain visitant les stations de la RAF ont remarqué que les moteurs étaient renvoyés pour révision, montrant des modèles d'usure incompatibles avec les conditions de fonctionnement nominales. Des questions ont été posées, des réponses soigneusement vagues ont été fournies. Les représentants ont fait part de leurs soupçons à Derby, où la haute direction a été confrontée à une réalité inconfortable. Leur moteur fonctionnait au-delà des spécifications, apparemment avec succès, et une plainte pourrait forcer la RAF à s'arrêter, réduisant ainsi l'efficacité du moustique. Certains ingénieurs de Rolls-Royce étaient fascinés en privé. La société s'était montrée prudente en ce qui concerne les évaluations du Merlin, privilégiant la fiabilité plutôt que les performances maximales, mais elle avait toujours soupçonné l'existence d'une marge supplémentaire. Les modifications apportées par Banks étaient essentiellement un programme de test sur le terrain non autorisé, fournissant des données que les tests en temps de paix ne généreraient jamais. Les moteurs fonctionnent jusqu'à la destruction dans des conditions de combat. Des milliers d'heures de fonctionnement à haute contrainte, toutes documentées dans les journaux de maintenance. Le coût humain s'est étendu au-delà des équipages écrasés. Le personnel au sol travaillant sur des moteurs modifiés opérait sous une pression constante. Il connaissait chaque décision. Approuver un moteur pour le vol, retarder une révision de 10 heures, accepter une lecture de température marginale entraînait des conséquences de vie ou de mort. Le sergent de section Yardley a développé un ulcère au début de 1945. Le stress de la responsabilité se manifeste physiquement. Plusieurs ajusteurs ont demandé des transferts vers des unités non opérationnelles, incapables de supporter le fardeau psychologique. Banks lui-même a montré la tension. Des photographies de la fin de 1944 révèlent un homme qui avait considérablement vieilli en 2 ans. Le mécanicien confiant qui avait modifié le DZ414 pour la première fois était devenu quelqu'un qui avait compris que l'innovation tuait aussi bien que sauvait. Il continue de croire que les modifications sont nécessaires. Les statistiques de combat confirmaient que conclusion,
mais la nécessité n'élimine pas la culpabilité lorsque les choses tournent mal. La question de savoir s'il fallait continuer est devenue sans objet en février 1945 lorsque l'ingénieur en chef de Rolls-Royce est arrivé à Marham à l'improviste. Ernest Ives n'a pas annoncé sa visite parce qu'il voulait voir la réalité, pas une version aseptisée préparée pour l'inspection de la direction. Le directeur général de la division moteur d'avion de Rolls-Royce arrive à la RAF Marham le 12 février 1945. Conduisant lui-même dans une voiture d'état-major empruntée au ministère de l'Air, il retrouve Banks dans l'atelier 3, les coudes enfoncés dans un Merlin qui avait accumulé 147 heures depuis sa dernière modification. Il va regarder en silence pendant 10 minutes avant de parler. « Montrez-moi ce que vous faites, sergent. » Tout cela. La conversation qui a suivi a duré 3 heures. Banks a expliqué les modifications du contrôle de suralimentation, a démontré les remplacements des jets de carburant et a parcouru sa matrice de décision pour sélectionner les moteurs à traiter. Il ne s'est pas excusé ni justifié. Il a simplement présenté la réalité technique et les résultats des combats. Il va poser des questions précises sur les marges de détonation, les charges portantes et les contraintes thermiques. Ce n'était pas un interrogatoire. Il s'agissait de deux ingénieurs discutant de problèmes que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre. Yves avait apporté les dossiers de service de 200 moteurs Merlin sélectionnés au hasard parmi les escadrons opérationnels. Il les a répartis sur un établi, triant les modifications provenant des centrales électriques standards en fonction des modèles d'usure. Visible dans la documentation. Les moteurs modifiés présentaient une usure des composants sensiblement plus élevée, exactement comme les banques l'avaient prédit, mais les taux de défaillance restaient dans des limites acceptables, à condition que la discipline de maintenance reste rigoureuse. Ce qui a surpris Yves, c'est la cohérence. Les modifications apportées par les banques n'étaient pas un bricolage aléatoire. Ils représentaient une approche d'ingénierie cohérente appliquée systématiquement. Le directeur de Rolls-Royce a posé des questions sur les échecs. Banks a fourni son carnet, le simple journal retraçant chaque moteur modifié, 23 pannes mécaniques sur 3400 sorties, un taux d'échec de 0. Il va comparer cela au taux d'échec opérationnel standard de Merlin de 0. Les moteurs modifiés tombaient en panne 2 fois plus souvent, mais les avions qui en étaient équipés survécurent au combat 2 fois plus vite. L'effet net a été une diminution du nombre d'équipages morts. D'un point de vue purement utilitaire, les modifications apportées par Banks ont sauvé des vies. La réponse de Yves a surpris toutes les personnes présentes. Plutôt que d'ordonner l'arrêt des modifications, il a remercié les banques d'avoir identifié les marges de performance que Rolls-Royce avait été trop conservatrice pour exploiter. La société avait en effet intégré des facteurs de sécurité substantiels dans les qualifications du Merlin, et les opérations de combat avaient révélé que ces marges étaient plus importantes que nécessaire. Banks n'avait rien découvert que les ingénieurs de Rolls-Royce ne savaient théoriquement. Il avait simplement accepté d'agir sans attendre l'approbation du comité. En quelques semaines, Rolls-Royce publia le bulletin de service technique 184 daté du 7 mars 1945. Le document autorisait l'augmentation des pressions de suralimentation pour les moteurs Merlin dans des applications spécifiques, codifiant essentiellement les modifications de Banks avec sanction officielle. Le bulletin précisait les conditions. Les moteurs doivent être fraîchement révisés, fonctionner avec du carburant vérifié à indice d'octane de 100 avec des inspections obligatoires à intervalles de 150 heures. Le mélange de carburant enrichi est devenu la norme pour les réglages de puissance élevée. Le timing de la magnéto est resté inchangé. Rolls-Royce a jugé l'augmentation de la contrainte du vilebrequin excessive pour une application générale, bien qu'elle ne l'ait pas interdite. Le bulletin a transformé du jour au lendemain les modifications apportées par les banques au marché gris en procédure approuvée. Ce qui était techniquement illégal est devenu officiellement sanctionné, justifiant rétroactivement 2 ans d'ingénierie non autorisée. Plus important encore, cela a confirmé le jugement technique de Banks. Rolls-Royce ne tolérait pas simplement son travail. Il l'adoptait. L'impact s'est étendu au-delà du moustique. Les moteurs Merlin équipant les derniers modèles de Spitfire et de Mustang ont reçu des modifications similaires, améliorant les performances à haute altitude par rapport aux avions à réaction allemands. Les moteurs Merlin de la série 100 développés pour les applications d'après-guerre incorporaient les leçons tirées des modifications apportées sur le terrain en temps de guerre, notamment une résistance à la détonation améliorée et des pressions de suralimentation durable plus élevées. Les empreintes digitales de Banks étaient partout dans l'évolution finale du Merlin, bien que son nom n'apparaisse nulle part dans les documents officiels de développement. La reconnaissance est arrivée sous des formes particulières. Banks a été promu adjudant en avril 1945,
ce qui est inhabituel pour une personne sans qualification d'équipage navigant. La citation faisait état de contributions techniques exceptionnelles à l'efficacité opérationnelle, d'un langage bureaucratique qui masquait les réalisations réelles. Plusieurs pilotes dont la vie avait été sauvée grâce à des moteurs modifiés ont écrit des lettres personnelles, mais la plupart lui ont simplement serré la main lors des visites en station et n'ont rien dit de plus. Le meilleur merci était de rentrer vivant à la maison. Rolls-Royce a offert à Banks un poste à Derby après la fin de la guerre. Un rôle dans le développement de moteurs expérimentaux où la volonté de repousser les limites serait un atout plutôt qu'un handicap. Il accepta de quitter la RAF en septembre 1945 avec un dossier de service qui le décrivait comme compétent et fiable, accablant avec de légers éloges qui passaient complètement à côté de l'essentiel. Le décompte opérationnel final fut enregistré en juin 1945 après la capitulation de l'Allemagne. Les moustiques équipés de moteurs modifiés avaient effectué 8200 sorties au cours de la dernière année de la guerre, perdant 27 avions, toutes causes confondues, 0. Les moustiques standards au cours de la même période, 4100 sorties, 31 pertes, 0. Les preuves statistiques étaient accablantes. Les modifications apportées par Banks avaient réduit les pertes au combat de plus de moitié, sauvant la vie d'environ 200 membres d'équipage grâce à de simples ajustements mécaniques qui ne coûtaient rien d'autre qu'une attention particulière. Le ministère de l'Air n'a jamais officiellement reconnu le rôle de la modification dans le succès du Mosquito. Les histoires officielles attribuaient l'excellence inhérente à la conception de l'avion, ce qui était vrai, mais incomplet. Le Moustique était génial, mais Banks l'a amélioré. Roderick Banks est décédé en 1992, à l'âge de 76 ans, dans la banlieue de Derby, où il avait passé 47 ans à perfectionner des moteurs pour Rolls-Royce. Sa nécrologie dans le Derby Telegraph mentionnait une brillante carrière dans l'ingénierie aérospatiale, mais ne disait rien sur les moustiques ou les modifications apportées en temps de guerre. L'histoire aurait pu disparaître entièrement sans une conversation fortuite lors d'une réunion de moustiques en 1995, au cours de laquelle 3 vétérans ont mentionné indépendamment les moteurs de Banks et un historien a finalement demandé ce que cela signifiait. Le récit complet a été progressivement reconstitué à partir des journaux de maintenance, des dossiers de l'escadron et des entretiens avec le personnel au sol survivant. Ce qui est devenu évident, c'est que les Banks avaient réalisé quelque chose de rare. Innovation tactique significative par le bas. Un sergent identifiant les marges de performance que les ingénieurs et les officiers avaient manqué ou craignaient d'exploiter. Les organisations militaires encouragent en théorie l'initiative, mais en pratique, elles sont structurées pour empêcher exactement ce que les Banks ont fait, à savoir la modification non autorisée d'équipements coûteux sur la base du jugement individuel. Son succès a révélé des vérités inconfortables sur le conservatisme de l'ingénierie. Les marges de sécurité de Rolls-Royce, bien que prudentes pour une application générale, étaient excessives pour les moteurs entretenus selon les normes les plus élevées et exploités par des équipages qualifiés. Les Banks ont reconnu que la sécurité dans toutes les conditions n'était pas la même chose qu'une solution optimale pour des conditions spécifiques. Le Merlin pourrait maintenir des performances plus élevées si vous contrôliez les variables. Entretien parfait, carburant de qualité, suivi rigoureux. Les restrictions générales de l'entreprise empêchaient l'accès à des performances réellement disponibles. Cette idée a une pertinence moderne. Les moteurs d'avions contemporains fonctionnent selon des régimes tout aussi conservateurs. Les fabricants se protègent de toute responsabilité et de conditions opérationnelles variables. Les opérateurs militaires et commerciaux découvrent régulièrement que les moteurs peuvent offrir plus que ce que suggèrent les spécifications certifiées. Mais pour exploiter cette marge, il faut exactement ce que les Banks ont démontré. Connaissances techniques approfondies, contrôle qualité obsessionnel et volonté d'accepter une usure accélérée en échange de performance. Les modifications illustraient également la différence entre l'ingénierie en temps de paix et en temps de guerre. PISM donne la priorité à la longévité, à la rentabilité et aux marges de sécurité qui tiennent compte d'un entretien imparfait. La guerre donne la priorité à la survie, acceptant une durée de vie réduite des composants si elle maintient les équipages en vie aujourd'hui, quelles que soient les factures de maintenance de demain. Banks comprit qu'un moteur qui avait survécu 150 heures au lieu de 200 était acceptable si ces 150 heures empêchaient un équipage de mourir dans le Minet 47. L'aviation militaire moderne est toujours aux prises avec cette tension. Les chasseurs de 4e et 5e génération ont des limites de performance officielles et des limites de combat non officielles que les pilotes utilisent lorsque la survie l'exige. Le moteur du F-15, par exemple, possède des puissances de poussée standard et des puissances d'urgence qui raccourcissent la durée de vie du moteur mais offrent des performances cruciales. Banks a été le pionnier de cette doctrine pour son époque, établissant que la survie justifie une usure accélérée.
La réputation du moustique après-guerre a énormément bénéficié des modifications apportées au cours du conflit. Les chiffres de performance cités dans les historiques reflétaient souvent les avions modifiés par Banks, et non les spécifications standards. Le Mosquito est devenu légendaire en partie parce que Banks l'a rendu plus rapide que la conception originale de De Havilland. Cela crée une ironie historique. La vitesse emblématique de l'avion résultait de modifications non autorisées sur le terrain qui violaient techniquement toutes les réglementations régissant la maintenance des avions. La formation en ingénierie examine occasionnellement le travail de Banks comme une étude de cas sur la résolution de problèmes pratiques par rapport à la procédure institutionnelle. Ces modifications démontraient un raisonnement techniquement solide appliqué en dehors des canaux officiels, soulevant des questions sur le moment où les règles doivent être suivies et quand elles doivent être contestées. Il n'y a pas de réponse confortable. Banks avait raison. Ces modifications ont sauvé des vies. Mais s'il s'était trompé, si les moteurs étaient tombés en panne de façon catastrophique à des températures plus élevées tôt, il aurait été traduit en justice pour imprudence. La leçon plus large concerne la source de l'innovation. Les améliorations transformatrices proviennent souvent d'endroits inattendus, non pas de bureaux d'études ou de départements de recherche, mais d'ateliers où des personnes directement confrontées à des problèmes développent des solutions sans contrainte de pensée institutionnelle. Banks n'était pas plus intelligent que les ingénieurs de Rolls-Royce. Il était dans une position différente, confronté à des incitations différentes, prêt à accepter des risques que les ingénieurs de l'entreprise ne pouvaient pas prendre. Son atelier de Maham a été démoli en 1962 lors de la modernisation de la gare. Rien ne marque l'endroit où Banks a modifié le DZ-414 ou formé les monteurs qui ont diffusé ces techniques à travers les escadrons. Le Moustique qui transportait ces modifications lors de l'opération Jericho a survécu à la guerre et a été mis au rebut en 1947. Ces moteurs historiquement importants ont fondu pour récupérer la valeur de l'aluminium. Les preuves matérielles ont disparu, ne laissant que de la documentation et des souvenirs s'estompant. Pourtant, l'influence de Banks persiste d'une manière dont il n'a jamais été témoin. Le développement de moteurs modernes intègre des mécanismes de rétroaction sur le terrain spécialement conçus pour capturer le type d'information qu'il a généré. Opérateur déclarant des marges de performance. Les ingénieurs enquêtent sur les modifications non autorisées plutôt que de simplement les interdire. Les sociétés qui ont succédé à Rolls-Royce maintiennent des canaux formels permettant aux représentants du service sur le terrain de signaler des pratiques opérationnelles inhabituelles mais réussies, institutionnalisant ainsi ce que les banques faisaient de manière informelle. La légende du Mosquito perdure car il a réussi de façon spectaculaire des missions que tout le monde considérait comme impossibles. Il a volé vers Berlin et retour. Il bombarda avec précision le quartier général de la Gestapo. Il a devancé les meilleurs combattants de la Luftwaffe pendant 6 années de guerre. Ce succès reposait certes sur la brillante conception de Geoffrey de Havilland, mais aussi sur un mécanicien qui lisait les manuels, comprenait les marges et décidait que sauver des vies justifiait de contourner des règles dont personne ne savait qu'elles pouvaient être contournées.